Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les magnifiques perles ne sont colliers que par la vertu du fil qui les réunit. Gustave Flaubert. Introduction. L'interrogation créatrice de cet ouvrage est la suivante. Pourquoi l'innovation est-elle le credo de l'homme, c'est-à-dire l'expression de son évolution ? La démonstration ne peut s'organiser qu'en faisant appel à la science. Il est en effet impossible de comprendre la richesse des filières originelles de l'innovation sans volonté de recherche. À travers la biologie, la génétique, la génomique, la physiologie, devenues complémentaires et indispensables. Le niveau atteint présage avec certitude leur amplification. L'idée génétique de cet ouvrage est que dans notre monde d'humains et selon les humains, l'innovation a 4 sources d'expression: l'homme, les éléments, la matière et l'espace. La première est présentée dans la pensée que tout ce qui est dans le vivant humain dépend de lui, et le fera durer par l'innovant pris dans sa plus large acception. Dès lors, imaginer l'innovation, c'est d'abord imaginer et connaître l'homme dans tous ses états, dans tous ses besoins économiques, sociaux et sociétaux et autres finalités, ensuite et pareillement la matière au service de l'homme. Le niveau actuel des connaissances impose donc de tout remettre en question. Celles que nous allons retenir vont porter forcément de façon limitée sur l'origine, l'équipement, l'évolution, le pourquoi et le comment de l'individu comme être pensant. Sur ce point spécifique, je ne reconnais aux définitions de l'homme apportées par Socrate, Platon et toute la lignée des philosophes anciens, qu'un rôle modeste. La manifestation de leur compréhension de l'homme à travers leur propre définition apporte surtout la démonstration de leur extrême intelligence mais pas la définition de l'homme dans sa véritable complexité de sachant et d'apportant. Ils ne disposaient en effet d'aucune instrumentation, leur permettant d'aller au-delà d'eux-mêmes. Par contre, on ne peut pas ignorer leur apport d'ensemencement auprès d'autres cerveaux, d'où ont suivi les innombrables interprétations critiques accompagnant les prémices de l'évolution. La situation contemporaine est en effet tellement différente que la comparaison est difficile et gênante. Si des milliards d'années ont été nécessaires à notre espèce pour créer l'homme et parvenir aux intelligences grecques et latines, environ 3000 ans ont suffi pour le transporter des balbutiements de la science à l'initiation de la conquête d'autres planètes. Toutefois, ces 3000 années sont à scinder en 2 parties. Les 1500 premières, Av. J.C., ont eu la raison bridée par les concepts religieux et ce n'est qu'au cours des 1500 autres que les cerveaux, libérés de la chape mystique, ont réalisé par les innovations les étapes de cette fulgurante progression. Il est curieux de noter que ce mot « innovation » a précisément commencé à être employé vers la fin des années 1400 de notre ère. Son évolution et l'importance de son concept 6 siècles plus tard réservent quelques surprises. La définition de l'homme proposée dans ces pages est celle d'un continuum cellulaire par lequel il est possible, avec les moyens instrumentaux disponibles, d'établir les étapes de son évolution depuis l'origine. Parmi elles, on verra que se trouve incorporée fondamentalement l'innovation, qui en réalité est, avant la lettre, le moule de l'évolution globale. Aux dernières nouvelles de la connaissance, la durée de cette évolution compte environ 600 millions d'années alors que le Big Bang originel est environ 8 fois plus lointain. Cette datation a été récemment établie par une équipe de chercheurs de l'Université de Santa Barbara, en Californie. Ils ont découvert que le génome des éponges de mer possédait un nombre important de composantes communes participant au fonctionnement des synapses humaines. Il en découle que l'origine de notre système nerveux remonte au minimum à l'apparition des éponges, il y a plus de 600 millions d'années. Précision importante, le groupe animal des éponges est apparu avant celui des cnidaires, représentés par les hydres, les méduses, les anémones de mer. Même ne disposant pas de système nerveux, l'étude du génome de ces animaux anciens et ayant peu évolué apporte la preuve de la conservation structurelle des informations s'inscrivant sur l'arbre de l'évolution. La séquence du génome réalisée par les chercheurs a en effet démontré que les gènes reconnus dans les éponges existaient avant même les premiers animaux. De surcroît, il leur est apparu que la structure des protéines des éponges, résultant sans doute des interactions entre elles, est de la même nature que celle qui existe dans les protéines actives des synapses humaines. La conclusion des chercheurs est que de tout temps l'évolution fait du neuf avec du vieux,
et innove constamment par la réutilisation d'éléments dédiés initialement à des fonctions très différentes. Concluons ceci en précisant que le terme évolution doit être considéré dans son sens de globalité, réunissant et traitant l'ensemble des mouvements innovants. L'innovation et sa réalisatrice évolution sont donc très loin d'avoir dit leur dernier mot. On ignore ce que pourront apporter les découvertes contenues dans le gap des 4,5 milliards d'années nous séparant de l'origine, mais nous savons seulement depuis 3 siècles, à peu près pourquoi et comment nous sommes composés de cellules. Pour la première fois en 1665, ce terme a été utilisé par le physicien anglais Robert Hooke pour nommer les petites alvéoles que son microscope avait pu observer dans un fragment végétal apparemment inerte comme le liège. 200 ans plus tard, d'autres physiciens constatèrent l'existence de nombreuses structures cellulaires dans les tissus vivants, tant des animaux que des végétaux, avec la remarquable et systématique présence d'une membrane autour de chaque cellule précisant l'individualité anatomique. Ils en supposent une fonction vitale d'élaboration de substances caractéristiques de la vie. En 1831, l'Anglais Robert Brown perçoit et découvre un noyau cellulaire au centre d'un matériau gélatineux désigné ensuite cytoplasme. D'où est venue la théorie cellulaire, comme principe de développement commun à tous les tissus animaux et végétaux. Le métabolisme intervient alors pour expliquer l'activité chimique d'une cellule. La logique de l'évolution mentale des chercheurs a conduit assez lentement mais sûrement à l'ADN. En 1969, Roger Stanier et Cornelis Van Niel proposèrent de classifier en 2 catégories fondamentales les êtres vivants. Ceux dont les cellules possèdent un cytoplasme avec compartiments biologiquement spécialisés, pour notamment produire l'eucaryon, seraient nommés eucaryotes et les bactéries révélées par Pasteur, désignées par le terme procaryotes. C'était en somme déjà une interprétation des origines de la vie. Vers 1950, la biologie moléculaire a validé l'idée d'une information guidant l'activité cellulaire et provenant de l'ADN à travers la chromatine et la biosynthèse des protéines. La cellule est par conséquent l'unité structurale et fonctionnelle du vivant, et la vie cellulaire met en œuvre des milliards de molécules permettant et surveillant les travaux d'entretien, de croissance, de renouvellement et d'innovation des constituants de ces fondamentaux. Cette vie cellulaire est cependant assez fragile, car elle doit innover pour s'adapter aux multiples contraintes de son milieu. La régulation de son métabolisme le lui permet partiellement, mais l'usure éprouvante et épuisante du travail constant d'ajustement entre la nécessité de survie et les contraintes du hasard peut seulement retarder, mais pas supprimer l'inéluctable mort cellulaire, mais non sans avoir procédé auparavant à la transmission de la vie, comme l'a proclamé de manière prémonitoire Virchow en 1855, toute cellule provient d'une cellule préexistante. Ce qui revient à dire que dans tous leurs états, les cellules sont le véritable trait d'union de l'humanité. Ces parcours existentiels installent effectivement la cellule comme quantificateur universel impliquant incontestablement que, fondée sur la mémoire, la transmission structurale est d'une extrême importance car dès ce moment, la trilogie physiologique Novation-Evolution-Mémoire se révèle comme le principe profond de l'humanité et des civilisations. Les 3 composantes inséparables de cette trilogie ont comme facteur fonctionnel obligatoire l'information sans laquelle les 3 autres seraient sinon paralysées, du moins incohérentes, sans unité et sans guidance dans l'action. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir à qui revient le caractère de la primauté. Par rapport à tout ce qui a été constaté précédemment, la mémoire apparaît comme le pivot pratique assurant l'enregistrement, la conservation, l'organisation et la retransmission des données permettant le travail utile et pérenne de l'ensemble. La mémoire n'est pas un apanage réservé à l'homme. Il la partage sous des formes et des degrés différents avec les tissus vivants, les animaux, les plantes. La complexité de celle de l'individu est par contre infiniment plus considérable et résulte d'abord d'une triple évolution. Celle du temps dont l'immensité a été soulignée, celle de l'histoire générationnelle et celle de la génétique individuelle. Mais ce n'est pas tout. Les cellules et les tissus qui sont nos constituants agissent aussi comme des mémoires s'adaptant et régulant par l'accoutumance les phénomènes variés extérieurs du type immunisation ou drogue, pénétrant ou cherchant à pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Un autre type de mémoire, celle du système nerveux, aussi complexe que ce système, accepte et régule les habitudes et les instincts. Après les fonctions de mémorisation,
d'enregistrement, de conservation et d'organisation. Le troisième niveau de la restitution mentale retransmet à la demande tout ce qui est nécessaire à la pensée, aux activités courantes et au langage. Le quatrième niveau enfin est constitué par l'hérédité. La mémoire génétique est scindée en deux parties, pré- et post-génétique, cette dernière correspondant à l'acquis cognitif volontaire. À tous les carrefours constitutifs de l'enveloppe humaine et du cerveau, se retrouve donc l'innovation structurelle avec une qualité unique de malléabilité qui a donné naissance à l'idée de plasticité pour désigner la propriété passive de l'individu de modifier ses formes organiques. La neuroplasticité du système nerveux permettant l'acquisition de nombreux réflexes et apportant l'explication au cours du XXe siècle de la plupart des modifications de structure et de fonctionnement de l'humain. Le concept commun et populaire innovation dispose par conséquent de racines extrêmement profondes, effleurées dans cette introduction. Elle montre la nécessité d'un traitement de sciences premières devant disposer de toute l'instrumentation scientifique exigée pour apporter les réponses aux questions posées. La double communauté économique et scientifique internationale doit être convaincue que c'est seulement de la connaissance originelle approfondie des mécanismes innovateurs que pourront être résolus les défis posés par le choix de l'orientation des efforts nécessaires pour formuler et concrétiser l'énorme structure du développement innovant dont le monde aura besoin dans tous les domaines d'activité au cours des centaines d'années à venir. C'est ainsi à mon sens que se présente pour le XXIe siècle l'étendue de la réflexion scientifique commandée par le niveau des exigences de l'humanité en évolution. Aux sources de l'innovation pour développer toute l'innovation du monde à partir de sa richesse physico-physiologique. C'est le fil rouge de cet ouvrage. Il trace une piste, propose une voie et attend par l'infinie recherche d'amont et d'aval les découvertes et les faits originaux qui toujours éclaireront le devenir. Dans cette configuration générale du présent ouvrage, sont présentées trois parties. 1. Le vivant innovant. 2. La trilogie fondamentale. 3. Faire du nouveau avec de l'homme. Elles sont conçues pour apporter à l'économie un renforcement de sa dimension scientifique, en osant pour ainsi dire l'approfondissement biologique de l'innovation. Une réponse supplémentaire à la question initiale posée trouve sa place maintenant. Les racines de l'innovation viennent d'être rappelées et examinées globalement. Reste à préciser une autre notion contenue dans le terme et l'idée de innovation. Celle-ci est en effet un résultat. Elle trouve son sens dans une création qui traduit et exprime une nécessité, matérielle ou immatérielle, dont l'absence a précisément généré l'innovation. En un mot, toute innovation concrétisant un résultat comble un manque. Il manquera toujours quelque chose à l'homme, à l'individu, au citoyen, à son environnement, à sa vie, à ses espoirs. Le signifiant de cette introduction. La présente introduction suggère la multiplicité et l'étendue des savoirs impliqués par l'innovation prise dans le sens où l'on veut la comprendre comme l'inspiratrice associée du cerveau ou à l'inverse, comme le bras séculier du cerveau, organisant la vie dans tous ses états, activités, fonctions, pensées et progrès. Il est évidemment impossible de détailler l'ensemble de ces savoirs, ressortissant des spécialistes et de l'ingénierie universitaire. Le présent ouvrage doit donc être considéré comme une synthèse ayant pour pivot l'idée du système d'une science de l'innovation, dont la vocation serait de coordonner et de développer ces savoirs afin de les rendre accessibles et utiles au plus grand nombre en les traduisant concrètement. Innovation. Cet ouvrage est résumé deux fois. D'abord par cette introduction qui est son alpha. Après quoi, si le lecteur veut bien prendre connaissance de l'oméga des conclusions, il pourra bénéficier de sa pleine compréhension structurelle et en tirer le meilleur profit. Première partie, le vivant innovant. Glossaire numéro 1. Termes structurants employés. ADN. Acide désoxyribonucléique polymère de nucléotides. Constituant principal des chromosomes. Support matériel de l'information génétique. Cellule. Unité fonctionnelle constitutive de tout être vivant. Chromosome. Structure du noyau cellulaire composé d'ADN. En nombre constant pour chaque espèce, 23 chez l'homme. COLLAGENE. Protéines fibreuses de la substance intercellulaire du tissu conjonctif. Continuum.
Ensemble d'éléments homogènes. Chaque partie en est une abstraction. Une poutre est un continuum de bois. Cytoplasme. Contenu de la cellule, à l'exclusion de son noyau. Élastine. Protéines, constituant principal des tissus et fibres élastiques de l'organisme, ligaments, artères. Enzymes. Substances protéiques catalysant et accélérant une réaction biochimique précise. EPISTEMOLOGIE. Étude critique des sciences déterminant leur origine logique, leur valeur et leur portée. Eucaryotes. Organismes dont les cellules sont pourvues d'un noyau et d'un cytoplasme, concernent le règne animal. FIBROPLASTE. Cellules jeunes, peu différenciées, préalables du tissu conjonctif. GENETIQUE. Tout ce qui est relatif aux gènes et à l'hérédité. HOMINIDE. Famille de primates comprenant les hommes et les grands singes africains. Hominisation. Ensemble des processus évolutifs de toute nature caractérisant le passage du primate à l'homme. Homo sapiens. En 1735, Linné classe pour la première fois l'homme parmi les primates comme unique espèce du genre Homo sapiens. Ionique. Liaison entre un anion et un cation. NEANDERTALIEN. Espèce humaine fossile d'Europe et d'Asie, ayant vécu entre 250 000 et 30 000 ans. Neurotransmetteur. Il s'agit d'une substance libérée par les terminaisons neuronales. Elle assure chimiquement la transmission de l'influx nerveux. Organite. Correspond à tout composant cellulaire assurant une fonction déterminée, noyau, centrosome, nucléole, mitochondrie. PHENOME-NOLOGIE. Description des phénomènes. Méthode permettant de décrire les choses et les structures profondes. Plasmide. ADN circulaire hébergé par un hôte bactérien, avec réplication autonome. POLYPETDIQUE. Substance constituée par la combinaison d'au moins 4 acides aminés. Prokaryote. Dont la cellule est dépourvue d'un noyau. Concerne le végétal. Physiologie. Étude des fonctions et des propriétés des organes et des tissus du vivant. Ribosome. Organite cytoplasmique. Composants. 3 types d'acides ribonucléiques plus 52 protéines distinctes. Essentiel pour la traduction du code génétique. Signifiance. Avoir du sens, signifier. Synapse. Assure le contact entre deux neurones. Tissu conjonctif. Occupant les intervalles entre organes ou autres éléments d'un même organe, lien, remplissage. Chapitre 1. L'innovation originelle. La cellule est au cœur du vivant. L'innovation au cœur des cellules. L'innovation est donc le vivant. Condensé. Comprendre l'innovation entraîne à la pluralité des acceptions du mot. C'est d'abord le sens commun recouvrant l'intendance des applications domestiques. C'est ensuite celui de la recherche approfondissant les pistes de compétitivité innovantes dans le cadre de secteurs d'activité pouvant bénéficier d'aides financières multiples. Santé, énergie, agroalimentaire, mécanique, chimie, biologie informatique, communication. Puis on commence à s'enfoncer dans le côme de l'innovation et le fonctionnement de la pensée et des réflexions, à partir des acquis de la connaissance et des volontés groupées et orientées vers un objectif à la fois flou, mais défini dans ses lignes essentielles. On pénètre dès lors dans l'hypocentre d'une innovation, dans la pensée profonde de ce qu'elle doit être et ce que doit exprimer la logique de sa création. Il convient donc de situer et de définir ici l'innovation pérenne, objet central du concept novateur exposé dans le présent ouvrage. L'innovation pérenne, seule garante du moyen long terme, signifie la durabilité de l'innovation obtenue par l'approfondissement de son hypocentre. Il s'agit d'une finalité de l'innovation, et non de l'une de ses catégories. Le niveau 5 ou 6 de l'échelle innovante qui est proposé est à comparer à un niveau d'étude et non à une sélection. Dès lors, toute constatation de manque, de quelque domaine ou origine que ce soit, peut être transcendée en projet d'innovation et développée en vue d'atteindre un niveau pérenne, tout comme l'étude ou le développement d'une science peut être plus ou moins approfondi.
Ce premier chapitre est une sorte de genèse à travers lequel on va s'efforcer à la compréhension physique des mécanismes appartenant au vivant et formant l'infrastructure et la clé de l'élaboration originelle. À ce niveau se trouvent les cellules, pièces innovantes majeures du végétal, de l'animal et singulièrement de l'équipement humain. Origine de la vie. On ne peut cependant pas débuter une synthèse aussi large, relativement que celle faisant l'objet de cet ouvrage sans évoquer rapidement, et sans doute trop rapidement, l'historique essentiel des origines de la vie et par conséquent des cellules elles-mêmes. Cette problématique est certainement la plus ancienne et a suscité de tout temps et jusqu'au XVIIIe siècle, fables, fadaises et stupidités émanant de prophètes, d'augures, de penseurs, de philosophes, de religieux, de préscientifiques. Ce n'est qu'à partir des années 1920 que des hypothèses sérieuses furent avancées et notamment celle de deux biochimistes. L'un soviétique I.O. Parin, l'autre britannique B.S. Haldane. Ils avancèrent que l'atmosphère originelle, réductrice de la Terre, était composée d'un mélange d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau. Soumis au rayonnement du Soleil, ce mélange aurait produit des molécules organiques et provoqué en tombant dans les océans et en s'y accumulant, la fameuse soupe chaude primitive de Haldane, initiant les premiers organismes vivants, élémentaires et se nourrissant de matière organique externe. D'importants et multiples essais expérimentaux ont par la suite confirmé cette vision prébiologique d'évolution chimique. Même en modifiant le mélange et en remplaçant l'hydrogène par de l'oxyde de carbone ou la source d'énergie, il y a toujours production importante d'acides aminés et cyanhydriques, base de nombreuses synthèses. Ces molécules primitives ont été plus tard observées dans le spectre d'étoiles et de galaxies. La biochimie évolutive était née. Partout d'innombrables expériences ont été réalisées et apportèrent la conclusion qu'entre les acides aminés vieux de 4 milliards d'années et ceux fabriqués aujourd'hui dans les laboratoires, il n'existe aucune différence. 1. Énormément d'interrogations subsistent parallèlement aux obscurités scientifiques. Cependant, des résultats concrets ont été obtenus et la première étape de la vérité des cellules est là. Le référent nanodimensionnel des cellules oblige de traiter leur évolution dans l'esprit d'un système, en synthétisant le foisonnement des interprétations de la réflexion scientifique découlant des recherches expérimentales. Évolution cellulaire. Ce que nous savons des cellules nous transporte dans le monde intra- et extracellulaire ouvert par la microscopie électronique de haute performance. L'investigation est donc récente qui révèle et fait comprendre au XXIe siècle l'évolution des 4,5 milliards d'années précédentes. Plus précisément, la découverte des organismes unicellulaires il y a 3,5 milliards d'années se poursuit sans discontinuer et continuera longtemps. La certitude actuelle, mais relative, est que tout organisme vivant, végétal, animal ou bactérien est composé de milliards de cellules assurant la vie et l'évolution. À l'intérieur de ces cellules vivent les molécules et autres organites participant au perfectionnement continuel du système dont l'unité de mesure est le micron et relève des nanodimensions, c'est-à-dire une division par 109 de l'unité de mesure dont il s'agit, mètre, seconde, millimètre. 1 nanomètre égale 10-6 mm soit l'épaisseur d'une cellule, leur taille étant en moyenne de 10 à 30 nanomètres d'eux. L'anatomie cellulaire permise par l'instrumentation actuelle a permis de découvrir une vie cellulaire extrêmement riche et complexe, contenant les éléments originels de la vie, de l'évolution, et surtout apporte la certitude expérimentale que l'existence cellulaire dépend de cycles et d'aspects adaptatifs relevant de l'innovation. Les cellules prokaryotes sont bactériennes, les cellules eucaryotes concernent l'animal et le végétal. Les cellules animales et humaines sont absolument semblables et composées, à l'intérieur d'une membrane plasmique, d'un équipement complet de fonctionnement, d'évolution, de transformation, d'adaptation, de transmission d'informations, de mémorisation. Le schéma ci-après d'un fibroplaste, voire page 203, dû à l'obligeance de l'Institut d'anatomie permet de disposer d'un aperçu synthétique de la composition d'une cellule. Chacun des composants est complexe. Les milliards de cellules alimentent et fournissent l'énergie nécessaire à la vie et mettent en œuvre elles-mêmes des milliards de molécules ayant chacune un objectif physico-chimique bien précisé, nécessaire à l'ensemble. 3. Complexité cellulaire très résumée.
Un aperçu très elliptique de cette complexité est justement fourni par le fibroplaste. Les fibroblastes humains sont les cellules isolées composant le tissu conjonctif constituant par exemple les couches profondes de la peau, le tube digestif, les tendons ou les parois des veines et des artères. Elles sont associées au milieu extracellulaire contenant de très nombreuses fibres protéiques de collagène, d'élastine et quantité de macromolécules synthétisées par les fibroblastes pour assurer au tissu conjonctif ses propriétés mécaniques de résistance à l'extension. 4. Au centre du fibroplaste se trouve le noyau limité par une membrane plasmique aux nombreuses réactions chimiques catalysées par des enzymes. Le noyau est composé d'innombrables particules ribonucléoprotéiques, particules RNP, au diamètre moyen de 10 nanomètres ou ribosomes. L'acide ribonucléique, ARN, des particules RNP est synthétisé par les chromosomes dont les protéines sont issues du cytoplasme. Sans aucune exception, les cellules possèdent un noyau entouré par le cytoplasme dans lequel sont en mouvement des organites cellulaires comparables à des organes, assurant les fonctions d'un vivant complexe. Le noyau est en somme la mémoire individualisée de la cellule, disposant de ses molécules et de son architecture moléculaire. En plus des chromosomes, le fibroplaste possède une structure informationnelle dédiée à la synthèse protéique et à la réplication de l'organite les contenant. Il s'agit de petites molécules d'ADN, capables de synthétiser divers éléments polypeptidiques de la membrane interne. On constate ainsi que le mouvement de vie des cellules est de nature novatoire et s'impose à tous les niveaux. 5. La physique, l'anatomie cellulaire, la biologie moléculaire sont les disciplines scientifiques largement développées qui découvrent la profondeur et expliquent les contenants de la double architecture cellulaire et moléculaire, son fonctionnement, son rôle, c'est-à-dire ses dysfonctionnements, ses dispositifs de transmission et d'arrêt de la vie. Sans oublier que l'association, le couplage de milliards de cellules transportant vers le cerveau les éléments lui donnant la capacité de traduire la vie, et simultanément de créer différences et inégalités, assure parallèlement la compatibilité avec le continuum humain. Ce qui conduit à confirmer l'espérance d'apprendre un jour si, comme évoqué un peu plus haut, d'autres types de cellules que celles qui ont créé l'homme se sont développées dans le même temps, ailleurs dans l'univers. 6. Il n'est pas nécessaire d'être biologiste pour chercher à comprendre la vie, et les invisibles qui en sont le soutien. Poursuivons donc sur la phénoménologie des cellules. Elles enferment les molécules et sont le duplicateur physique et mental de l'homme. L'information génétique transmise par l'activité cellulaire est définie par un programme correspondant à des informations portées par les molécules d'ADN double brin des chromosomes plasmides, hébergées par un hôte bactérien. Toute cellule, quelle que soit sa nature, capte, mémorise, et traite une masse importante d'informations à travers la quantité de ses récepteurs sous forme de protéines membranaires, mais aussi sous forme de calcium. Pour maintenir les gradients de concentration des composants à leur niveau optimal, la cellule a innové et créé des pompes calciques ou des échangeurs ioniques. 7. Evolution et coévolution. La cellule est l'unité de base qui a transmis au vivant la capacité de croître et de se multiplier. Simultanément, cette dynamique de la population cellulaire entraîne par un processus de division, la production de cellules nouvelles, évidemment indispensables, mais risquant de provoquer leur prolifération. D'où la nécessité d'un système d'autorégulation modulant cette prolifération, et de cette particularité ont été tirées des conséquences de prévention et de thérapie. La vie active considérable des cellules du vivant a depuis longtemps été l'objet d'études sur leurs résultats apparents, lors de l'examen du comportement de nombre d'animaux, de la fourmi, de l'abeille et des animaux sauvages du monde. À chaque fois, l'observation a porté sur l'adaptation d'une vie cellulaire à un milieu bien précis que l'innovation naturelle a pris en compte pour organiser leur évolution. 8. La vie cellulaire est infinie, mais il nous faut pour l'instant terminer cette rapide synthèse par la notion des cellules souches. Celles-ci conservent l'aptitude à produire, par auto-renouvellement, des cellules identiques à elles-mêmes, mais pouvant néanmoins se différencier en un ou plusieurs tissus, du neuronal à l'osseux, en passant par le musculaire et le cartilagineux, selon les facteurs de croissance et le milieu de culture. C'est ainsi que tous les tissus adultes dérivent de cellules souches. Par exemple,
Les cellules de bordure des glandes sont renouvelées tous les 3 mois, les cellules sanguines sont renouvelées constamment. Pour d'autres tissus, le renouvellement est au contraire très lent. On trouve des cellules souches à peu près partout. Au niveau de l'embryon humain, sur les fœtus, sur le cordon ombilical, sur les fibres musculaires. 9. Les recherches très prometteuses sur les cellules souches se poursuivent, mais elles sont récentes. Débutées en 1998, leurs potentialités sont encore inconnues tout en ayant la certitude de l'extrême importance des objectifs qu'elles permettront d'atteindre tant dans la connaissance de l'embryon que dans la thérapie des maladies contemporaines les plus importantes et encore relativement mal dominées cliniquement. L'analyse des recherches actuelles montre que les cellules souches modifient, construisent ou perfectionnent constamment leur architecture par un mouvement novateur qui ne se dément jamais, qui étonne souvent et qui caractérise presque toujours les découvertes réalisées dans ce milieu. Il me semble à cet instant indispensable de préciser la position qui va être prise dans la suite au sujet du terme « évolution ». Par ce qui précède, on conçoit bien que le contenu de l'évolution est d'une importance scientifique immense, dont les données concernent un grand nombre de domaines et d'inférences variant considérablement. Il s'agit d'une théorie, au sens complet, englobant de vastes synthèses non encore abouties, ne concordant pas avec le terme courant évolution, aux définitions multiples et au surplus fortement marquées et brouillées par le concept darwinien de la sélection naturelle. Nous allons donc retenir le concept de coévolution, comportant une connotation élargie, associant tous les niveaux d'organisation et d'inférence théorique. On considère alors l'évolution comme une transformation permanente produite par une lente programmation naturelle liée aux conditions de vie. L'innovation, par contre, est une transformation volontaire appelée tant par la coévolution que par les demandes de la machine cérébrale répondant aux désirs multiples de l'individu. 10. Chapitre 2 – Les racines du cerveau. Toute activité a un but. Les cellules sont actives. Donc, les cellules ont une finalité. Condenser. Il n'est pas nécessaire de s'enfoncer plus sur le détail du dernier niveau cellulaire. Dès lors que la connaissance de la trame cellulaire est acquise, on peut émettre l'hypothèse de sa transcendance et accéder à sa liaison avec la pensée, laquelle implique le langage. Qui a commencé à parler ? L'origine du langage, qui n'est pas du tout celle des langues, a pour objet de chercher à comprendre comment notre espèce a pu acquérir la faculté du langage à partir de sa coévolution et ceci concerne notre sujet au premier chef. La question est de savoir si les Néandertaliens possédaient comme moyen d'expression un langage semblable au nôtre. Comme réponse, plusieurs hypothèses explicatives ont été formulées mais ne sont pas convaincantes. L'une d'elles prétend qu'un répertoire sonore aussi développé que le nôtre n'était pas indispensable puisque l'existence d'un langage de signes comme celui des sourds n'a pas besoin de son. Toutefois, il a certainement besoin d'une pensée pour le construire et le transmettre, ce qui exige l'existence préalable d'un langage. En réalité, personne ne sait rien sur ce point particulier du langage et de son émergence au cours du processus d'hominisation qui a duré de 6 à 8 millions d'années. Durant cette période, les succès coévolutifs des premiers hommes, jusqu'à l'Homo sapiens, ont été considérables et ont laissé un peu partout sur la planète des traces de leur technologie rudimentaire et de leurs étapes cognitives. Il n'existe aucune preuve de leur langage, et il faut donc s'en tenir aux représentations et à l'art pariétal des grottes prouvant qu'une pensée existait puisque des efforts ont été réalisés pour la représenter. 11. Une autre voie d'explication est plus intéressante. Elle part du constat que l'appareil phonatoire de l'homme est un conduit vocal sensiblement différent des grands singes, et en particulier une position plus basse du larynx permettant d'émettre une large variété de sons, mais qui en revanche a l'inconvénient de pouvoir s'étouffer en avalant mal par obstruction de la trachée artère. On peut supposer qu'au cours des millions d'années qui ont suivi la verticalité, des différences profondes par rapport aux grands singes se sont substituées et ont commencé à perfectionner l'appareil humain. En fait, la spéculation est totale et rien n'est venu prouver la validité définitive d'aucune thèse. Cependant, et quelle que soit leur origine, qui sera révélée scientifiquement un jour, langage et pensée vont de pair et impliquent à leur tour la raison. 12. Le poids de la pensée. La signification originelle de pensée est peser le pour et le contre, d'où son intimité avec la raison,
qui vient du latin pondere signifiant à l'origine calcul, système, compte, procédé, ayant servi à traduire le terme grec logo exprimant les notions de rassembler, cueillir, choisir. Cette multiplicité de significations a conduit à l'usage un peu naïf de pensée rationnelle, introduisant l'opposition créée par Platon entre le vérifiable et l'invérifiable, ou entre l'argumentation rigoureuse et le récit. Cette opposition a recouvert l'oralité et a estompé l'écriture. L'éclipse de cette dernière dura au moins 4 siècles et fut réintroduite en Grèce au 8e siècle av. J.C., après avoir emprunté aux systèmes sémitiques occidentaux la voyelle à côté de la consonne et en la combinant avec elle. Cette innovation fondamentale créa une véritable révolution dans le domaine de la lecture, laquelle ne fut plus dès lors réservée à quelques élites capables d'écrire dans un système syllabique et de suppléer ses déficiences, mais a pu devenir une activité à la portée du plus grand nombre. 13. La généralisation de l'usage d'un système d'écriture facilement déchiffrable modifia profondément les habitudes mentales. Le récit évolua en description puis en argumentation. Les critères de vérité et de vraisemblance changèrent. La pensée conceptuelle s'affirma, de même que l'abstraction, et le tout s'accompagna du stockage de documents écrits. Le continuum de la pensée ne cessa pas de coévoluer depuis cette période jusqu'à nos jours, apportant au fil des étapes un premier bouclage en tentant de répondre à la question « Que ne doit-on pas appeler pensée ?» Une réponse comme celle que la science ne pense pas est plutôt une boutade dépourvue de sens, pour autant que la recherche d'une cause ou d'un fondement ne peut se concevoir sans référence permanente à un horizon de pensée précis. Il s'agit donc d'une non-réponse, et il semble que poser la question relève de la méconnaissance de la science, et même surtout de la méconnaissance de l'esprit et de la pensée. La pensée est, selon notre sujet, un acte mental, dont l'isolement ne peut logiquement se concevoir. Elle fait nécessairement partie d'un processus discursif volontaire réservé jusqu'à ce jour aux humains. S'il ne s'agissait que de s'en tenir à ce point de vue, la digression pourrait être sans fin et sans beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus intéressant est de savoir comment une pensée peut être produite, comment on peut produire une pensée, comment il est possible de lui donner un contenu. Les fascinantes liaisons de l'homme avec lui-même. Aucune chance de pouvoir répondre à ces questions sans commencer par un retour à l'élémentaire. La portée des actes de l'individu se situe dans leur cause, leur signification en étant le résultat. S'il y a cause, il y a finalité qui doit être au-delà de la cause, et au-delà de la cause on trouve l'homme lui-même, son architecture, son anthropologie, la science positive qui le fonde et aussi par extension naturelle le monde. La cytologie, c'est-à-dire tous les aspects cellulaires, participe largement et fondamentalement au devenir humain en l'expliquant et le comprenant jusqu'à la limite, momentanée, de l'expression cérébrale de la pensée, et à condition de l'interroger sans cesse sur le présent dévoilé et sur les hypothèses des prochaines avancées. Parmi ces dernières, les innombrables liens des cellules entre elles et la liaison générale entre la vie cellulaire et le système nerveux central est majeure. Son existence est incontestable, mais on ignore encore sa structure et comment sa traduction s'effectue dans le cerveau. La cellule produit et utilise de l'énergie comme apport nourricier à la vie, mais le comment cette vie se transforme en pensée ou en pensée ne sera sans doute résolu qu'après avoir reconnu l'apport des molécules cellulaires et extracellulaires à celles du cerveau à travers les éléments du cortex et de l'ensemble cérébral. Il ne fait guère de doute que le système coévolutif humain en constante accumulation d'innovations apportera une réponse, sinon à la pensée rudimentaire exposée par les philosophes, par conséquent par elle-même, du moins à son origine, le cerveau devant être son traducteur linguistique. Ceci implique une origine moléculo-cellulaire du langage en corrélation avec l'émission chimique d'ondes produites simultanément à l'énergie. La très difficile histoire de l'homme. La totalité des composants de la vie cellulaire et de leurs rôles respectifs est très loin d'être connue et ne le sera peut-être jamais. La dénomination « homme » ressortit elle-même conventionnellement d'une interprétation faite par les chercheurs. Nous ne connaissons pas encore notre propre histoire de manière incontestable, parce que totalement conditionnée aux découvertes fossiles et aux interprétations qui en sont proposées, mais régulièrement démenties. Aucun scénario n'a été jusqu'à présent démontré et convaincant. On ne sait même plus si le terme hominidé est convenable.
Ce dernier, selon les plus récentes précisions de la biologie moléculaire, représenterait à la fois les grands singes africains et l'homme ou bien seulement les fossiles de celui-ci. De plus, et ceci expliquant cela actuellement, la divergence entre le singe et l'homme date de 8 ou 9 millions d'années, période qui signerait donc l'âge de l'homme. C'est notamment en Afrique orientale, Ouganda et Kenya, que la divergence des grands singes apparaît entre 23 et 18 millions d'années, ma. Toute une série de découvertes fossiles depuis 1960 ont permis d'analyser, autant que faire se peut, une très grande variété d'hominidés. Les grands singes de 23 mâts et plus ont ouvert la voie. Le niveau spéculatif atteint ici son sommet, nourri par la quantité de contradictions possibles des éléments fossiles disponibles allant des dentitions partielles à la panoplie des fragments osseux. Outre la couverture du temps, les perturbations considérables de ces époques lointaines par les puissantes déformations de la tectonique, les variations des climats, les modifications de la biosphère ont conditionné la coévolution des êtres vivants. Ceux-ci ont toujours été à la recherche essentielle d'abris de protection et de nourriture, imposant les conformations physiques pour y faire face. Possibilité suffisante de déplacement, montée dans les arbres, force des mâchoires. La bipédie remonterait ainsi à environ 4 mâts. Le squelette célèbre de Lucie, découvert en 1974 par Y. Coppens et son équipe auraient 3,3 mâts. Sa taille de 1,10 m correspondant à une moyenne. Le destin de l'homme est-il d'être orphelin ? Les découvertes se sont multipliées un peu partout au XXe siècle, chacune étant nommée par référence à ses origines supposées et à son lieu de découverte. Les plus connus, Homo erectus 1,7 mâts, Afrique, mais assez bien répartis dans le monde. Homo antecessor, découvert en 1994 en Espagne et âgé d'environ 800 000 ans. Homo sapiens sapiens vieux de 100 000 à 400 000 ans, surreprésenté en Afrique semblerait confirmer une origine africaine de l'homme moderne. Les hommes de Néandertal, dont la répartition a été en dépendance de l'extension de la calotte glaciaire, sont vieux de 400 000 à 35 000 ans et ont des caractéristiques proches des nôtres. Forme du cerveau, capacité de la boîte crânienne de 1400 cm3 à 1800 cm3, homme de Cro-Magnon qui n'est pas physiquement différent de nous. Les premières structures d'habitat et de protection découvertes remontent à environ 1,8 mâts, de même que les premières vies sociales quelque peu organisées et interprétées comme telles avec le feu comme point focal. Les plus vieux foyers démontrant sa maîtrise sont reconnus vieux de 500 000 ans en Europe et 400 000 ans en Asie. De leur côté, les armes et les premiers outils apparaissent il y a environ 200 000 ans. Il convient enfin de souligner l'erreur affirmant qu'il y a discontinuité entre homme et animal, et transformation du biologique au point de ne plus pouvoir repérer de zone commune entre les deux. Plus encore qu'une erreur, c'est une méconnaissance de la structure cellulaire accompagnée de commentaires flous et assez incohérents. Même très synthétique, le présent aperçu de la connaissance permet au contraire d'affirmer qu'un lien très précis existe entre les deux au point de se confondre pour ce qui est de la vie cellulaire. Que l'on ait observé ensuite une différenciation de la coévolution cellulaire par le phénomène des croisements, cela ne fait aucun doute, mais ce processus n'a ni effacé, ni supprimé le dispositif et le mécanisme profond de la vie, de l'appartenance et de la coévolution. La vie cellulaire instinctive a comme objectif apparent et mécanique, la progression et la croissance. Il est dans la logique de penser que le hasard des croisements inévitables lui ont donné au cours de ces très longtemps, une seconde vivification, en modulant la nourriture du système nerveux devenu au terme des 40 000 dernières années le système nerveux central, SNC actuel. Il semble même que l'on puisse conclure que tout discours ou étude sur la science n'est pas scientifique, comme toute étude sur la chimie n'est pas la chimie. Ce que je veux dire est que la science se borne fondamentalement à chercher, à découvrir, à expliquer, à interpréter ou à commenter mais ne peut pas créer. Elle est impuissante, et ce n'est d'ailleurs pas son rôle, à faire mieux ou plus que l'évolution. S'agissant de celle-ci, il est de rigueur d'émettre les plus grandes et importantes réserves, surtout lorsque Darwin avance que l'homme était une filiation de l'animal alors qu'ils sont tous deux en équivalence cellulaire essentielle. On découvrira peut-être un jour que l'inverse est la réalité. Chapitre 3 : Le destin de l'homme, est-il l'homme ou l'univers ? Condensé. Les trois composants traditionnels de l'économie.
production, consommation, échange, incluant totalement l'expression innovante de l'homme, ne peuvent être convenablement analysés au XXIe siècle dans leur devenir sans l'apport de la physique et de la biologie. Ceci pose la question: une science de l'innovation peut-elle utilement intégrer l'économie des potentialités cellulaires? Cellules et innovation. Le devenir de l'innovation à travers la fonction créatrice humaine est partiellement du niveau de nos connaissances. Mais une série de transformations scientifiques font que le monde et l'idée du monde, résumant en principe la totalité de ce qui existe, n'est pas complètement signifiante parce que le monde est autre chose en plus. Il est ce pourquoi l'homme existe ou veut exister. L'homme est par conséquent le véritable pouvoir de signifiance de l'humanité. En cela, l'homme peut choisir sa propre signification dans ce qu'il aura sélectionné de découvrir et de développer par la science. L'homme, et les choses du monde qui découlent de l'homme ayant une même origine, se développent l'un par l'autre et deviennent une totalité de la même unité à travers les échanges constants et pérennes. Le croisement des signifiances est complet, et fait coïncider son commencement et sa fin dans la suite de la connaissance. Cet enchaînement montre en tout cas que contrairement à une pensée fictionnelle exacerbée, les sciences concernant l'individu ne peuvent le mettre en péril parce qu'elles l'expriment, l'expliquent et surtout ne font que renforcer son sens dans son univers. Ce mouvement incessant de l'homme sur lui-même et hors de lui dépend de la vie cellulaire qui ne pourrait continuer son cycle sans l'apport inné de l'instinct novateur. De ceci ressort l'évidence qu'à travers ces mutations infinies au long de ces millions d'années, l'homme se réalise lui-même de fond en comble et se structure en même temps qu'il a uni le monde et que celui-ci continue de l'unir, mais en accélérant les changements et en renforçant ses différences. Établir le point de départ. L'organisation du savoir dispose traditionnellement des procédures permettant d'associer raisonnement et expérimentation. La question posée concernant la constitution d'une science de l'innovation ne peut sans doute pas se dispenser de suivre la méthode habituelle du théoricien. Prendre comme base des hypothèses et en déduire des conséquences. Il s'agit donc d'imaginer et de construire les hypothèses conduisant aux principes devant servir de base à la réflexion à partir des déductions et des inductions. C'est difficile car il n'y a pas de méthode ni d'enseignement dans ce domaine. Il faut sans cesse réfléchir et chercher seule toute originalité possible dans le contexte à clarifier, noter toute idée pouvant être utile, les simples et les plus complexes pouvant être clairement formulées. Si la cogitation a été satisfaisante, une série de conclusions peut s'enclencher, mais il faut singulièrement l'aider en s'efforçant de multiplier les relations possibles avec l'objet et la périphérie d'ED, ce que devra être la science de l'innovation, d'où seront peut-être, mais toujours difficilement extirpés des principes. Tant que parmi ces derniers les mieux étayés ne sont pas parmi ces derniers les mieux étayés, ne sont pas définitivement sélectionnés parce qu'existe un sentiment de manque, la réflexion et le travail de recherche doivent continuer. Dans le cas contraire, on reste dans l'impuissance et dans l'angoisse. Le travail de la construction des socles d'une science de l'innovation doit également et globalement sélectionner les pistes et les bifurcations scientifiques, technologiques, informatiques et informatives compatibles avec l'horizon concurrentiel mondial des marchés et des performances. Il faut alors les coordonner et les explorer comme une espérance supplémentaire innovante. Lorsque les principes sont formulés de manière satisfaisante, mais sortent totalement du cadre des faits accessibles à l'expérimentation pour des raisons infrastructurelles, que fait-on? Doit-on rester paralysé si les connaissances et les possibilités de validation par l'expérimentation sur les faits induits, et les propositions conséquentes réelles ne sont pas possibles, ou ne peuvent pas exister? Est-ce sans issue? Si Lucas voulant que toute connaissance de la réalité découle de l'expérience, les propositions alors seulement logiques et rationnelles, n'auraient aucune valeur et seraient non crédibles, comme Roger Bacon l'affirmait déjà en 1290, de manière un peu audacieuse. Si tel est le cas et si l'expérience au sens scientifique est le seul critère de tous les savoirs, la raison ou mieux, la pensée a-t-elle un rôle dans la science? Plus simplement, la pensée est-elle expérimentale? Plus simplement encore et fondamentalement, l'expérimentation pourrait-elle exister sans la pensée? Recours à la pensée axiomatique. L'objectif axiomatique est de définir les composants fondamentaux simples et peu nombreux nécessaires à la science de l'innovation,
pour disposer d'une représentation adéquate et d'une connaissance contrôlée, mais non expérimentale puisqu'elle est pratiquement impossible. L'approche réductrice de l'expérimentation nous conduit à ériger, ou plutôt à confirmer que la science de l'innovation est de fait, et depuis longtemps un système caché. Il a débuté et s'est développé avec l'homme lui-même dans son moi profond, celui des organes, système par conséquent dont la découverte par l'instrumentation crée l'existence, laquelle n'aura de fin qu'avec lui, c'est-à-dire avec l'humanité. La science de l'innovation n'a donc besoin que d'être créée en mots et en paroles puisqu'elle existe déjà, par autocréation, pour ainsi dire. Elle fait partie et est intégrée naturellement au destin de l'homme, qui est aussi celui de l'univers. Toutefois ce système, initié en interne, est à l'externe sa reproduction exacte. Et cette particularité doit donner à la science de l'innovation une légitimité unique de droit naturel, voire subjectif. 14. Si l'on accepte de considérer la science de l'innovation comme un système fondamental inhérent à l'homme, ce qui est le parti pris déployé dans le présent ouvrage, il faudra considérer également que les multiples aspects structurels évoqués ne sont que des prémices, des éléments nourriciers en quelque sorte, mais que de nombreux autres sont attendus pour l'accompagner, la transformer et assurer ses coévolutions dans le temps. Voici la synthèse axiomatique proposée pour former l'ossature de la science de l'innovation. Ces contenus inhérents vont se retrouver dans beaucoup de chapitres pour en assurer l'identité. Ils doivent être mémorisés. Axiome 1. La science de l'innovation est un système nécessaire pour assurer la jonction entre les machines cérébrales humaines et les exigences matérielles et immatérielles de la coévolution des états économiques et sociétaux. Axiome 2. La science de l'innovation est à la fois un système simple et complexe. Relativement simple dans la compréhension des découvertes cellulaires internes et dans la relation de leurs interactions, complexe par la multiplicité et la diversité des applications et conséquences dans leurs effets, leurs causes, leurs manques. Axiome 3. Les relations systémiques étroites entre la science de l'innovation, les sciences humaines, et les sciences du vivant conduisent à développer une méthode de compréhension entre la physiologie structurelle humaine et l'ensemble des besoins initiés par son environnement. Axiome 4. Les deux pôles systémiques de la science de l'innovation sont constitués, d'un côté par l'innovation naturelle, invisible, organique symbolisée par l'organisation cellulaire et moléculaire constitutive des origines et de la vie, d'un autre côté par la recherche et la création innovante, matérielle et immatérielle, dictée par la machine cérébrale qui perçoit les manques et oriente vers leur comblement. L'évolution et la vie montrent que l'interférence et l'interaction des uns et des autres dans les innovations sont constantes. Axiome 5. Selon l'axiome précédent, les deux sources de l'innovation se rejoignent mais leur prospérité est inséparable d'un approfondissement constant des découvertes offrant la connaissance de leurs modèles et de leurs résultats, ceci portant la coévolution de l'ensemble. Axiome 6. L'information toujours plus parfaite et complète de la vie cellulaire et moléculaire est le modèle scientifique pour la conception de l'innovation concrète, gérée par le système de la science de l'innovation. Axiome 7. Vie et innovation sont indissolublement associées dans le principe du continuum humain, en rupture fatale à un moment donné au niveau de l'individu. Pourquoi alors serait-il anormal d'utiliser toutes les ressources de l'innovation pour prolonger la vie? Axiome 8. La science de l'innovation est par conséquent à la fois, de par son système, une organisation de l'action des compréhensions et celle des mises en œuvre en vue des résultats. Elle unit donc, à travers les principes qu'elle doit établir, le perfectionnement de la logique de la création. Axiome 9. L'homme est un système naturel, autonome. Son moteur innovant interne a produit son continuum et développé les savoirs et les sciences. Mais tous les hommes ne possèdent pas les mêmes connaissances, et sont alors inégaux dans la vie. Le troisième millénaire doit être, avec l'aide de la science de l'innovation, celui de l'acculturation scientifique du plus grand nombre pour renforcer les processus économiques et démocratiques. Ces axiomes systémiques ne seront pas très orthodoxes aux yeux de beaucoup, mais sont le support des chapitres opérationnels du corpus tendant à asseoir la création politique, confirmant la science de l'innovation comme système de référence d'une économie changeante et incertaine, justement parce qu'innovante,
et pour cette même raison, ultra compétitive si elle est ultra innovante. Le contrat social d'innovation. La société et les rapports sociaux avancés font que tout citoyen est à la fois un novateur passif expérimental dans ses actions quotidiennes, et un novateur actif dans ses choix et ses actions économiques et politiques, directes et indirectes pour développer l'innovant. La mesure expérimentale peut être la réalité du continuum humain observé sur l'unité puis étendu à l'ensemble. En somme, un produit commun de l'action et de la réflexion de tous, ressortissant de la théorie des ensembles. Le contrat social d'innovation, fondé sur le continuum humain, doit être l'accompagnement du système de la science de l'innovation, adapté aux sociétés post-technologiques, dominées par l'universalisme équilibrant de l'innovation. Tacitement, un tel contrat existe avec les États accordant des financements non négligeables à la recherche publique et privée, en espérant des retombées importantes exploitables dans tous les domaines. On peut donc partir du point de vue que la R&D s'est déjà engagée dans la mise en valeur de la science, et qu'elle a obtenu des succès. Mais on peut tout à fait soutenir le point de vue contraire. La science et la R&D sont loin d'avoir sérieusement entamé les potentialités innovantes et par conséquent ont finalement peu servi la société et accessoirement l'État. La raison est que la R&D innovante est présentement principalement axée sur l'aval et l'exploitation des connaissances existantes, mais infiniment moins sur l'approfondissement de l'amont, sur les sources lointaines et cachées de l'innovation autorisant le positionnement d'hypothèses et l'acharnement aux travaux sur leurs conséquences. Dans les deux cas, la réponse à la question est donc positive. La science de l'innovation doit être entérinée et son système doit avoir comme objectif le développement des connaissances scientifiques et l'organisation cohérente de leurs relations avec tous les besoins de la création innovante. Chapitre 4 – Combinatoire du pouvoir et de la raison. La cellule fait l'homme, l'homme est universel et la cellule a une finalité. Donc la cellule est dominante dans la finalité de l'homme. Condensé. Qu'est-ce que signifie la cellule? Que peuvent exprimer les cellules? Le contexte de la préoccupation du présent ouvrage oblige ces questions. La recherche biologique et les nombreux et importants travaux tendant à développer les connaissances cellulaires démontrant leur sensibilité fonctionnelle et leur importance pour fournir et équilibrer les besoins du vivant, apportent des éléments de réponse. Mais constamment l'innovation instrumentale vient renforcer la représentation et la connaissance de la vie innovante des cellules et de leurs supports moléculaires. Ainsi, en 2010, des chercheurs bordelais ont pu cartographier une population de molécules individuelles à l'aide de la nanoscopie. La super résolution de l'image obtenue par les physiciens du laboratoire physiologie cellulaire, de la synapse, va permettre l'étude de la structuration dynamique des récepteurs neurotransmetteurs synaptiques de neurones vivants. À Munich dans le même temps, à l'Institut Max Planck, la cryptomographie électronique a permis aux chercheurs de montrer comment les ribosomes, confères fibroblastes, sont organisés dans la cellule. Les ribosomes jouent un rôle fondamental puisque leurs 3 acides ribonucléiques sont associés à 52 protéines distinctes du code ARN dont l'organisme ne peut se passer. Une image en 3 dimensions offre la représentation des ribosomes dans leur environnement naturel, donc à l'intérieur de la cellule. Ce que les chercheurs ont découvert est que les ribosomes ne se positionnent pas au hasard dans la cellule, mais en suivant un ordre tel que les protéines nouvellement synthétisées soient à bonne distance les unes des autres, sans doute afin d'éviter la formation d'amas de protéines. Des conclusions sont attendues après l'approfondissement des analyses. Scientificité de l'innovation. Les développements et découvertes à venir continueront d'apporter de nouvelles précisions, justifiant la question posée concernant la signifiance des cellules. On pourrait en poser d'autres. Par exemple, puisque toute nouvelle découverte réduit, dévalue ou rend le plus souvent obsolète la précédente, peut-on prévoir certains types de méprises? Parvenir à la certitude n'est pas possible, mais obtenir plus de contenu informatif vrai tout au long de la chaîne des recherches serait utile. En tout cas, aux performances instrumentales accrues correspond la prolifération des hypothèses et par suite, l'émergence d'une véritable concurrence entre elles. Comment les départager face notamment à la limitation des moyens disponibles? Quels critères retenir?
La difficulté est renforcée par la convergence, dans notre contexte, des sciences physiques et des sciences humaines, où existent des différences d'approche dans la confrontation des théories et leur mise à l'épreuve. Le langage expérimental des sciences physiques implique que toute proposition puisse être soumise à révision, afin d'observer son comportement face à la modification évolutive des critères de la connaissance, à condition bien sûr qu'il y ait consensus sur les critères. La mise à l'épreuve d'une théorie T peut alors s'effectuer par comparaison de ses conséquences avec celles d'une théorie T, dont les conséquences seraient affectées ou non par des critères différents des siens. Dans les sciences humaines, la situation est différente du fait que les hypothèses concernant les comportements, individuels ou collectifs, sont susceptibles de modifications importantes initiant des variations influençant fortement leurs conséquences. Les critères de performance sont donc sensiblement différents, et leur expérimentation difficile ou impossible à réaliser. Le critère de validité est alors plutôt axé sur la capacité sémantique permettant de faire comprendre le sens de l'action, son efficacité et sa pertinence par rapport à ses objectifs, ou même simplement à la réussite particulière d'un élément significatif de ceux-ci. Une autre difficulté majeure existe. Les sciences physiques se développent et s'exposent par l'écrit à une population connue et bien définie. Les sciences humaines comme l'économie et la politique doivent au contraire établir des hypothèses, ensuite appelées programmes, sur la base d'une manipulation de chiffres conjoncturels avec leur prolongement commenté et présenté à l'opinion pour être validés. Rien de vraiment scientifique dans la construction des programmes, ni dans leur traitement. Cependant, la confrontation médiatique et randomisée des points de vue, proposée à une population anonyme et généralement portée par une logique plutôt floue devient de fait expérimentale. Les échecs successifs des programmes sont-ils dus à eux-mêmes, à leur contenu, à leur application ou à leur compréhensibilité? Cette situation témoigne que chaque science est soumise à une problématique démonstrative aléatoire. Ce qui conduit à s'interroger sur les avantages qu'apporterait l'usage d'un critère de scientificité réalisant une liaison opérationnelle, pouvant s'appliquer à toutes les disciplines intégrant les composants et les qualités reconnues et admises pour nommer et définir toute science. En listant ce qui est commun et indispensable aux spéculations scientifiques et à leur compréhension, on obtient un certain nombre de spécificités propres à leur démarche. Ce sont notamment l'existence d'un objectif occupant puissamment l'esprit, la capacité de raisonner sur des perspectives objectivées, à l'aide de termes appropriés, l'aptitude à la manipulation mentale des calculs, des modèles et des hypothèses. Une logique rigoureuse sachant sous-tendre les certitudes que rien n'est définitif ni complet. La faculté de prévoir et de disposer à la fois de l'information et de l'instrumentation nécessaires aux validations. Enfin, l'esprit de synthèse maximisant l'abstraction créatrice et l'innovation dans ses acceptions. On retrouve pratiquement l'ensemble de ces éléments à un instant quelconque dans toute démarche de caractère scientifique, mais l'aspect véritablement commun et indispensable est inscrit dans les combinatoires des savoirs et de la mémoire ouvrant la voie de la pensée à la conception des processus opérationnels de validation exigés par toute science. Même si le pouvoir et la raison sont condamnés à toujours rester dans l'ignorance et la faillibilité, ils sont le support des combinatoires de la rationalité scientifique et doivent affirmer leur présence dans les sciences humaines, sauf à inscrire le déclin de ces dernières dans la nature des choses. Les deux questions de ce chapitre, que signifie la cellule, que peuvent exprimer les cellules, confirment leur légitimité dans le contexte scientifique qui est le seul à pouvoir chercher les voies multiples et complexes conduisant aux réponses. La justification de la scientificité du modèle de l'innovation contenu, entre autres éléments, dans le support cellulaire vital de l'individu, est apportée. Le premier chapitre a évoqué le rôle global des cellules, ensuite élargi à l'origine et à la coévolution de l'homme. Il faut maintenant explorer le difficile savoir des cellules, celles-ci conditionnant la vie et la mort humaine. La vie des cellules expliquée par les chercheurs et scientifiques dont il a été fait état synthétiquement dans les pages précédentes, est-elle vraiment celle des cellules ou celle d'hypothèses expliquées par les cellules? La nuance n'est pas iconoclaste tellement sont grandes la ressemblance et la confusion susceptibles de se créer entre l'observé, l'observateur et l'expliqué. Les 100 milliards de cellules, environ,
sont le constituant de la vie de l'individu et organisent globalement son développement à leur image. Ayant pour mission de transmettre leur vie, elles doivent créer de l'énergie et innover autant que de besoin, dans les conditions et selon les codes et processus déjà brièvement exposés. Comme elles sont vivantes, elles sont mortelles et sont amenées à se défendre contre les attaques de bactéries et de virus ennemis en provenance de l'extérieur, et dont la fonction semble être de les détruire afin de pouvoir vivre eux-mêmes. La défense cellulaire exige par suite un supplément d'énergie et d'effort provoquant et s'ajoutant à l'usure normale des cellules. Arrive un moment où leur dépérissement les rend incapables de résister à la prolifération des bactéries, autres types de cellules, tueuses qui deviennent alors plus nombreuses que les cellules saines. L'individu propriétaire des cellules ne peut rien à leur combat, mais dès que leur vie s'épuise, leur mort entraîne la sienne. 15. C'est là tout le roman de la vie et de la mort, mis en scène par les chercheurs et leurs expérimentations scientifiques. Ce constat, extrêmement simplifié, étant établi conformément à l'essentiel, le pourquoi de ce processus dramatique est difficile à atteindre, mais important et indispensable à connaître pour pouvoir procéder éventuellement à son inversion et réduire l'inégalité fondamentale qu'il crée devant la mort. Le voyage de la vie. Une autre approche de la compréhension de la vie des organes, de leurs besoins, et de la vie tout court, est également fondée sur les travaux scientifiques des chercheurs sur le cycle cellulaire humain. Comparer le périple physiologique qui va suivre à un voyage de la vie, c'est dire deux choses. D'abord que l'on va côtoyer plusieurs familles de connaissances qui expliquent l'homme, qui lui servent d'apport et d'énergie sans lesquelles il ne vivrait pas. Ensuite que l'on va privilégier la nature humaine par rapport au végétal afin d'éviter de rendre trop complexe cette synthèse, sans oublier toutefois que les multiples avancées sont soudées entre elles. Commençons le périple en rappelant que l'homme ne peut vivre que dans la mesure où un état d'équilibre existe entre sa propre production de gaz carbonique, destinée à être absorbée par la chlorophylle des végétaux, ceux-ci produisant en retour l'oxygène qui lui est nécessaire. La première étape est l'exploration du vivant. Son mécanisme interne invisible obéit à la loi de l'énergie et de la conservation de la matière. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus depuis longtemps les chercheurs, constatant que tout ce qui est vivant est traversé par un flux de matière transformée en énergie. 16. Quels sont les acteurs principaux et quels sont les processus mis en œuvre ? Les cellules sont les réceptionnaires et les transformatrices des aliments et de leurs composants formant le combustible, garantissant le fonctionnement du métabolisme. Les aliments deviennent totalement assimilables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.